Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire pour parler gestion sociale de votre agence. Recrutement, licenciement, embauche, contrat de travail, tous ces aléas qui font partie de la vie de l'agence. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai Grégoire Dupont, notre directeur général. Bonjour. Et Loïs Nitre, qui est juriste social à la Fédération. Bonjour. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci Aurélie, bonjour à tous. Ce thème que nous avons choisi, pourquoi? Tout simplement parce que l'enjeu RH et l'enjeu de vos collaborateurs, actuels et futurs collaborateurs, est clé. C'est clé au niveau de l'organisation de votre agence. Nous y reviendrons, il y a une problématique de pénurie de personnel qualifié. Par ailleurs, comme vous savez, la fédération, c'est un de ses domaines de compétences forts. Loïs et ses 4 collègues juristes en droit social répondent tous les jours à vos questions sur les problématiques juridiques et sur les problématiques ressources humaines. Nous avons développé aussi un certain nombre de compétences en matière de recrutement et de formation. Sans plus tarder, allons dans le cœur du sujet. Quelques éléments d'une étude que nous avons menée l'année dernière. Allons-y pour la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors c'est une étude à l'automne de l'année dernière qui, sans surprise, détaille le périmètre des collaborateurs présents en agence. Évidemment, l'intitulé fonction, le principal, c'est conseiller clientèle en agence, donc c'est la fonction généraliste, mais fonction commerciale et des fonctions de gestion. La fonction de pur gestionnaire, un peu moins de 30% des effectifs. Chargé de développement commercial, donc plutôt des commerciaux sortant, autour de 15%. Le secteur est majoritairement composé de CDI et dire aussi que près de 80% du personnel est à temps plein, donc en pôle, 21% du personnel présent en agence est à temps partiel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au titre des catégories, évidemment, très peu de cadres, environ 1 ou 2%. Le reste est principalement dans la classe centrale de la classe employée, avec 40% en classe 3. On vous a aussi figuré sur le document, mais vous l'aurez bien sûr, l'un des enjeux clés dans un recrutement, c'est évidemment l'enjeu des salaires et de la rémunération. Vous savez, vous avez tous les ans les minima salariaux qui sont négociés par les collègues membres de la commission paritaire et les organisations syndicales, mais ces minima sont des minima. On a essayé avec cette étude de mettre en avant les salaires réels, bien évidemment. Ces salaires réels, c'est des moyennes. Évidemment, on peut avoir des difficultés à approcher l'ancienneté des personnes et on gomme aussi avec cette moyenne les enjeux de répartition géographique. Les salaires peuvent être différents métropoles ou dans des zones périurbaines ou rurales. Mais notez que nos minima sont bien en dessous des salaires réels en moyenne pratiqués. Évidemment, c'est un enjeu. Loïs, peut-être une précision sur l'exemple type de salarié que vous avez étudié? Oui, effectivement. Alors, comme vous l'avez expliqué, c'est vrai qu'on a le profil type du salarié en agence générale, vous l'avez compris, c'est un conseiller clientèle classe 3, en CDI et donc à temps plein. Et si on regarde un peu la répartition des salaires, on est sur à peu près, si je fais une moyenne entre une conseillère clientèle classe 3 et un conseiller clientèle classe 3, on est entre 26 000 € et 30 000 € pour un homme, donc à peu près 28 000 € si on fait une moyenne d'un salaire moyen pour un conseiller clientèle classe 3. Autre chose aussi, simplement à titre d'information, si vous êtes intéressé par cette enquête, sachez que vous pouvez la retrouver sur le site métier-du6 agence-du6 assurance tout au singulier.fr et vous retrouverez l'ensemble de cette enquête emploi-formation qui est un peu plus complète sur ce site-là et vous retrouverez plusieurs choses comme voilà, la répartition des agences sur la région, voilà, et j'en passe, mais c'est un peu plus précis, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous ces éléments là-bas. Alors, commençons par le premier thème, donc l'enjeu du recrutement. Quelques bonnes pratiques juridiques et RH en termes de recrutement, et ensuite quelques clés aussi pour l'autre partie du spectre, qui est le départ du salarié, retraite, licenciement ou rupture conventionnelle. Alors,
Sur le recrutement, la partie, ce qu'on a appelé le workflow, pardon pour cet anglicisme, Oui, je laisse Loïs enchaîner sur les étapes à avoir en compte avant de lancer le recrutement. Il n'y a pas que du juridique dans la vie. effectivement, donc la plupart du temps, on demande aux agents, on les reçoit quand ils sont déjà le candidat en tête. Et effectivement, c'est quelque chose qui des fois les met un peu en difficulté parce que si vous voulez, pour vous donner ce workflow, cet état d'esprit qu'il faudra avoir quand vous avez embauché quelqu'un et que vous voulez embaucher quelqu'un, il y a plusieurs étapes à avoir. Donc très rapidement, on va les détailler un petit peu par la suite, mais la première chose, c'est définir ses besoins. Très important, ça peut paraître simple dit comme ça, évident, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. Il y a une étape vraiment essentielle, ça vous permettra de ne pas vous tromper par la suite. Ensuite, on vérifie si des aides existent, pour permettre d'avoir des exonérations de cotisations sociales, des aides simplement pécuniaires. Ensuite, bien entendu, on cherche des candidats adaptés à ses besoins et qui peuvent nous satisfaire le poste. On prépare un entretien, bien entendu, un entretien d'embauche avec plus ou moins certaines choses à faire ou ne pas faire. On verra ça un petit peu après. Ensuite, bien entendu, on valide l'embauche. Ça, c'est le point un petit peu final, on va dire, de l'embauche, où vraiment on finalise un petit peu tout de manière juridique avec les procédures et les formalités qui vont avec. Et donc, forcément, une fois qu'on a fini tout ça, on regarde un petit peu l'intégration du salarié, comment est-ce que ça se passe, et est-ce qu'il fera l'affaire dans l'agence, et est-ce que ça fera l'affaire avec vous aussi. Donc, premier point qu'on va aborder, c'est définir ses besoins. Alors, par définir ses besoins, je vais rester purement juridique pour vous donner vraiment des étapes à avoir et des points de repère. Tout d'abord, quel poste? Ça peut paraître encore une fois évident, mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux un conseiller client? Est-ce que je veux un commercial, entre guillemets, pur jus, donc un chargé de développement commercial? Est-ce que je veux quelqu'un qui m'assiste un peu plus dans les agences, donc délégué d'agence? Ou est-ce qu'au contraire, je veux quelqu'un qui débute un petit peu et qui va faire purement de la gestion, donc gestionnaire en assurance? Donc ça, c'est vraiment une question essentielle que vous devez vous poser. J'ai besoin de quel poste? De quelle personne j'ai besoin pour m'épauler dans la vie de tous les jours dans l'agence? Donc ça va bien entendu avec quelle mission? Qu'est-ce que je compte lui donner? Est-ce que je compte lui donner du commercial? Est-ce que je compte lui donner de la gestion? Est-ce que je compte lui donner l'accueil des clients? Voilà, ça c'est tout autant de questions qu'il faut vous poser. Et bien entendu, quelle rémunération? Voilà, vous devez aussi vous poser cette question-là. Combien je suis prêt à mettre pour voir ce poste? Donc, cette question-là, bien entendu, vous comprenez, elle n'est pas forcément que juridique, elle est aussi stratégique. Est-ce que vous voulez attirer des personnes un peu qualifiées ou qui ont un peu d'expérience et qui sont courtisées forcément plus que d'autres personnes? Ou est-ce que vous comptez faire le pari de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui débute dans le secteur de l'assurance, qui peut effectivement proposer une rémunération un peu moins? Voilà. Donc ça, c'est un choix qu'on verra un petit peu après, on le détaillera un petit peu plus tard. Le deuxième choix que vous allez devoir faire, c'est un qui est un des plus importants si vous voulez. Est-ce que je prends un CDI, un CDD ou une alternance? Voilà. Vous l'avez compris, la majorité des agents prennent des CDI. C'est à plus de 80%, enfin c'est 70%, non 96%, 96% de CDI qui sont en agent. Donc vous comprenez, c'est une majorité écrasante, voire quasiment une minorité. La raison est simple, c'est qu'un CDD en agence, c'est compliqué. Je vais détailler le principe du CDD, mais il faut des motifs, notamment le remplacement d'un salarié absent ou un surcroît temporaire d'activité, que les agents ne font pas forcément tout le temps. Un surcroît temporaire d'activité en agence, c'est assez rare. À moins que vous souhaitiez mettre en place quelque chose de particulier dans votre portefeuille, en général, c'est un peu compliqué de justifier un CDD. Voilà. Peut-être que oui, c'est un complément aussi par rapport au marché de l'emploi. Oui, si vous recherchez un CDD qualifié, c'est compliqué, voire ça n'existe pas. Dans certaines zones géographiques, c'est très très compliqué. Donc, aller directement à la préconisation, vous avez l'opportunité éventuellement de réfléchir à un CDD, mais le marché de l'emploi vous pousse à aller sur des CDD. Effectivement, donc, voilà, le marché de l'emploi aussi n'est pas de votre côté dans ce cadre-là. Donc, voilà, de toute manière, le CDD, ce sera très résiduel, vous l'aurez compris. Ça, en général, servira pour remplacer un salarié absent. L'alternance, donc c'est un petit peu le mode de recrutement qui est un peu la mode qui est en poupe en ce moment, grâce aux aides qui sont quand même très avantageuses, qu'on vérifiera un petit peu par la suite. Et voilà, sachez, on y reviendra après, que l'alternance, ça a aussi ses avantages, ses inconvénients. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est quand même une charge aussi, il faut le savoir. Mais vous avez l'occasion de prendre quelqu'un qui débute et qui peut effectivement débuter sur une relation longue en CDI, par exemple. On vérifiera ça après par la suite. Sur l'alternance, peut-être un complément, faire n'est pas vu que si on prend sur un BTS en alternance
C'est un jeune homme qui a une femme, qui a 18 ans, qui passe son bac maintenant, qui l'a peut-être eu, j'espère, et donc qui a très très peu d'expérience. Ne mésestimez pas, prenez bien en compte le temps passé, vous, comme chef d'entreprise, pour accueillir, accompagner, répondre à ces questions. Voilà, ce n'est pas du tout un salarié autonome, c'est un jeune en formation. Voilà, c'est un investissement pour plus tard. La deuxième année, il pourra avoir une certaine autonomie. Première année sur l'automne prochain, c'est vraiment une implication forte pour que vous-même ne soyez pas déçus et le jeune homme ne soit déçu. Il est bien en compte, il est bien en compte une implication qu'il doit y avoir vous en tant que. Effectivement. Et donc, pour vous aider dans cette mission de définir vos besoins, j'ai mis en place plusieurs outils, notamment l'outil fiche de poste et l'outil classification, qui, comme leur nom l'indique, vont vous aider donc, à définir le poste, les missions, éventuellement l'intitulé du poste, qui ont changé depuis la convention de 2020. Alors, vous n'êtes pas obligé de reprendre les nouvelles classifications et les nouveaux intitulés de poste. On vous le recommande pour une idée de faire une uniformisation et voilà, de clarté, on va dire, dans le métier. Mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Et l'outil classification, qui, encore une fois, là, son nom l'indique, ça vous aidera à classer le poste, tout simplement, en fonction des missions. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième partie, donc vérifier les dispositifs l'aide existante. Alors, si vous voulez, si je vous parle de cette option-là en deuxième, ce n'est pas pour rien, c'est que ça ne doit pas précéder la volonté d'embaucher. Faites attention, si vous avez besoin d'une aide particulière, exceptionnelle donnée par l'État, ça ne doit pas être vraiment la chose qui va conditionner votre embauche. Voilà. Ça peut être un élément effectivement parmi tant d'autres, et effectivement, moi, je le considère comme étant vraiment quelque chose d'important aussi à considérer, mais ça ne doit pas être le facteur initial. Si vous avez envie d'embaucher quelqu'un, ne le faites pas parce qu'une aide s'offre à vous. Je vous le dis parce que, je prends encore une fois l'exemple de l'alternance, certains agents comme l'a dit également, ont été surpris de la charge que ça peut représenter et parfois ne s'attendaient pas forcément à trouver des alternants qui n'étaient pas vraiment autonomes, pas vraiment formés et qui se retrouvaient peut-être un petit peu en difficulté parfois aussi. Donc faites attention à ça, ça doit vraiment être quelque chose en plus. Ça ne va pas être quelque chose qui conditionne votre embauche. Donc bien vérifier si effectivement vous rentrez dans les conditions de l'aide, les délais, ça peut être très important et je vous le dis parce que par exemple, l'aide des emplois de moins de 26 ans est terminée. Depuis le 31 mai, c'était à la date butoir. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible d'embaucher un jeune de moins de 26 ans et de recevoir les aides qui étaient conditionnées. Donc voilà, si vous êtes intéressé par une aide, renseignez-vous bien, appelez-nous si vous avez des doutes, mais il faut bien vérifier que vous rentrez dans l'aide pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc, quelques exemples d'aides qui peuvent être actuelles et qui sont les trois principales qui peuvent vous servir, je pense. L'alternance, comme je vous l'ai dit, qui est la mesure phare de cette rentrée et de l'année dernière. Pour un alternant mineur, vous aurez 5 000 € pour une première année et 8 000 € pour une première année pour un majeur. Il faut que ce soit conclu avant le 31 décembre de cette année. Voilà, donc vous avez encore largement le temps. Cette rentrée va vous donner l'opportunité d'avoir ou pas la possibilité d'embaucher un alternant. Mais sachez que voilà, il ne faut pas trop tarder non plus et que vous ayez quand même en tête que c'est à la fin de l'année que ça s'arrête. Sur les autres aides, donc rapidement, les emplois francs. Les emplois francs, ça va concerner l'embauche de personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quartier prioritaire de la ville? Ce sont des quartiers qui sont, alors pas forcément défavorisés, il ne faut pas l'entendre comme ça, mais des quartiers qui sont un petit peu en tension dans le sens où il y a beaucoup de demandes, si vous voulez, pour avoir un emploi. Donc, ces quartiers, si vous vous demandez où ils sont, vous verrez que dans la diapositive, il y a un petit lien qui vous indique la carte de France et vous verrez en fonction de l'habitation de la personne, c'est vraiment l'habitation de la personne et du salarié concerné qui compte, si elle fait ou non partie de cette fameuse mesure et donc si elle est dans un quartier prioritaire de la ville. Et vous aurez donc 5 000 € par an pendant 3 ans maximum pour un CDI et 2 500 € par an pendant 2 ans maximum pour un recrutement d'un CDD d'au moins 6 mois. Voilà, j'en dis pas plus, ces mesures-là sont assez particulières aussi. Et pour terminer sur ces aides-là, vous avez de la FPR et la POEI. Alors, ces aides-là, la POEI et la FPR, ce sont des mesures qui sont à voir avec Pôle emploi. Vous vous renseignez auprès de Pôle emploi de votre région, de votre ville, et vous leur demandez s'ils ont des candidats qui ne sont pas formés à l'assurance, mais qui sont prêts et qui sont motivés pour apprendre un petit peu le métier de collaborateur d'agence. Donc, c'est encore une fois ici, un peu comme l'alternance, un public qui n'est pas formé du tout, qui n'a pas la capacité professionnelle, qui n'est pas censé connaître du tout l'assurance, mais qui est prêt à apprendre quelque chose et qui est prêt à partir en formation. Voilà. Donc, c'est vous, en tant qu'agent, qui allez les former. Et pendant ce temps de formation, c'est Pôle emploi qui les rémunère.
Si au final, vous les embauchez parce que voilà, vous constatez que ça matche un petit peu, vous aurez des aides. Alors, je ne les détaille pas parce que les calculs sont un petit peu compliqués, mais c'est à voir aussi avec Pôle emploi. Ça dépendra du CDD, si c'est un CDI, etc. Tout est un peu négociable dans cette mesure-là, mais il faut retenir que c'est vraiment avec Pôle emploi que vous verrez tout ça. Voilà. Donc, il faut avoir tout dit. Vous voulez dire peut-être un point sur la FPR, sur le côté un peu peut-être charge de travail, alternance? C'est la même chose, vous l'avez très bien dit, voilà, c'est du personnel qui n'a pas d'expérience en assurance, en situation d'échec, de repositionnement professionnel. Donc, là encore, ça fait des belles aventures personnelles, quand il y a des gens en situation compliquée, et avec un investissement, là encore, fort en temps de vous-même. Exactement. Alors, ensuite, pour la partie recrutement, donc on l'a dit, avec vous avez les fiches de poste, vous avez une offre de la fédération, je ne vais pas y revenir, vous pouvez faire appel aussi, bien sûr, à des cabinets avec qui vous travaillez. Vous pouvez décider de faire les choses vous-même. Encore une fois, j'insiste, le marché de l'emploi est difficile sur ces métiers qualifiés en assurance. On a vraiment une concurrence forte, notamment sur les métropoles, avec un cabinet de courtage, une banque, un délégateur de gestion ou autre. Alors, en termes de diffusion de l'offre, rapprochez-vous de Pôle emploi aussi. Ils peuvent avoir, ça dépend beaucoup aussi de la compétence du conseiller Pôle emploi qui est dans votre secteur, mais rapprochez-vous d'eux. Ça peut être pertinent si vous avez un bon conseiller. Il y a toutes les plateformes d'emploi type Indeed qui sont gratuites, mais sachez-le, ces offres, si vous souhaitez le faire tout seul, vous allez recevoir beaucoup de choses, beaucoup de candidats, donc une très faible minorité malheureusement répondre aux critères BTS assurance ou expérience dans l'assurance. Et vous pouvez tenter par ce canal. Il y aura un gros travail par Indeed, il y aura un travail important, ça peut être déceptif malheureusement. Donc n'hésitez pas aussi à travailler en termes de réseau. Vos collègues agents, les structures territoriales d'AGA, vos salariés peuvent avoir le personnel des contacts. Voilà, n'hésitez pas à travailler. Les plateformes libres, ce n'est pas la panacée. Un petit point sur la non-discrimination sur les datements des CV. Oui, effectivement, sur les CV. Alors, bon, vous savez, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Vous n'êtes pas censé demander plutôt une femme, plutôt un homme, plutôt quelqu'un qui est jeune, plutôt quelqu'un qui est. Voilà. Vous pouvez demander de manière un peu détournée quelqu'un qui a de l'expérience, vous comprenez ce que vous voulez, mais effectivement, choisir un poste, enfin, choisir plutôt un candidat particulier sur ses caractéristiques physiques, voilà, ce que vous voulez, mais qui sont inhérentes à sa personne, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas aller à Pôle emploi et dire moi je veux une femme de 25 ans qui est blonde, qui voilà. Vous comprenez un peu l'idée, je ne vais pas m'étaler dessus, mais dans les faits, effectivement, il faut quand même que ça matche. Donc, il y aura toujours des choses qui feront que vous choisirez un candidat plutôt qu'un autre. Mais dans l'absolu, il faut être ouvert et se dire voilà, je suis potentiellement ouvert à tout et donc à embaucher une personne que je n'ai pas imaginée là-bas. Sur la capacité professionnelle, un petit rappel, en bout de course, il sera nécessaire que tous vos salariés et donc un nouvel salarié aient cette capacité professionnelle. Où elle l'a initialement, 3 voies, pour rappel, diplôme, BTS, licence pro, assurance ou banque, ou l'expérience professionnelle, vous demandez un certificat de travail qui vous permettra d'ailleurs, éventuellement, on a mis sur les slides, lors de l'entretien après, d'arriver sur des demandes de référence, de savoir chez qui la personne a travaillé avant. Et l'autre voie, si cette personne est hors secteur de l'assurance, il faudra mettre en place un cycle de formation, c'est la fameuse capacité professionnelle de 150 heures, qui est proposée par bon nombre d'organismes de formation et bien sûr, 4 compétences. Et ayez bien en tête cette dimension-là, soit il a la compétence, il peut être en autonomie tout de suite, soit il n'a pas cette capacité professionnelle et il faut qu'il l'acquiert. Et pendant qu'il l'acquiert, il ne peut pas être en autonomie pour faire des actes de commercialisation. Sur l'honorabilité, petit rappel très simple, vous pouvez demander, ça se fait dans toutes les banques et dans toutes les compagnies d'assurance, un bulletin de casier judiciaire, c'est le bulletin numéro 3, mais ce n'est pas vous demandez à votre salarié, il y a un site internet qui permet de l'obtenir dans la vidéo là-dessus, c'est au salarié de faire la recherche, il le reçoit automatiquement à son domicile et il vous le remet. Vous avez le droit de faire cette demande et ça permet de montrer le sérieux de ce métier réglementé, et donc faites-le. Voilà. Vous pouvez le doublonner d'une attestation d'honorabilité, c'est-à-dire au-delà du casier, oui, je n'ai pas commis tel ou tel délit,
Pensez aussi, pour les salariés qui sont en poste, à renouveler régulièrement, tous les 2 ans, cette production de bulletin numéro 3. Encore une fois, ne soyez pas gênés par rapport à ça. Dans les banques, c'est systématique. Et dans les réseaux salariés des compagnies, c'est systématique. Donc, pas de problème. Et là, c'est une exigence pour votre dossier LCBF. Je me permets de vous couper parce qu'on a une question par rapport à ce bulletin numéro 3. Est-ce qu'on le demande également pour un alternant? Alors, ça peut être demandé, effectivement. Ce n'est pas précisé dans les textes particulièrement, mais comme un alternant est un salarié comme tous les autres, au final, hein, c'est lié au code travail, on peut le demander. Bon, il n'y a pas du tout de difficulté, ce n'est pas forcément obligatoire, mais faites-le comme ça, tous les salariés sont traités de la façon. Quelques petits points sur l'entretien. Préparez-le, cet entretien, même si vous avez l'habitude. Ayez votre pense-bête avec la liste avec la fiche de poste, avec le CV de la personne. C'est pour vérifier l'adéquation qu'il y a entre vous, vos souhaits et exigences. Alors, il y a l'exigence formelle, expérience, il sait faire ça, il a vendu tel produit, il a fait tel acte de gestion, etc. Et il y a tous ces éléments de savoir-être. Est-ce que vous voyez travailler au quotidien avec ce monsieur ou cette dame? Donc, donner l'occasion à la personne de parler, pour que vous puissiez détecter les points positifs, les points d'attention et autres. Sur les CV, n'hésitez pas à poser des questions sur la période de trou. N'hésitez pas à poser des questions très concrètes. Oui, j'ai déjà vendu des contrats MRP. Posez des questions. À qui avait vendu? Donnez-moi un exemple. Quelle compagnie, quel produit? N'hésitez pas à être précis parce que cet entretien, la façon dont il va répondre à cette question avec honnêteté, est-ce qu'il a vraiment vendu? Est-ce qu'il connaît? Ça vous permettra de détecter son niveau réel et le degré de franchise qu'il a par rapport à vous. Pensez bien, je l'avais dit, à travailler sur demander à pouvoir appeler ses anciens employeurs. C'est très intéressant de savoir, ah non, je ne veux pas vous donner les coordonnées, ils ont changé, etc. Ça dit quelque chose sur leur relation passée. Donc, posez la question et quelle que soit la réponse, oui ou non, vous pouvez en tirer des conséquences. On peut avoir un salarié qui est en conflit avec son employeur passé. Mais s'il est en conflit avec tous ses employeurs passés, là, il y a une difficulté. Voilà. Ensuite, on a mis fait écrire, mais c'est ce qu'on souhaitait aussi, c'est tenter des mises en situation. C'est-à-dire, ça peut être donner des mails fictifs de réponse à des clients que vous savez tous les jours. Ça peut être éventuellement, si c'est possible, on le préconise, de pouvoir avoir, c'est les personnes qui sont dans la shortlist qui sont intéressées, qu'elles viennent faire 2 heures en agence avec l'une de vos collaboratrices à côté pour ensuite aussi échanger, discuter et connaître. Ça, vous pourrez aussi recueillir d'ailleurs l'avis éventuellement de la collègue. Pensez, mise en situation, au-delà du CV, faites parler, prenez le temps sur ces entretiens de bien découvrir la personne. Et vous-même aussi, comme je vous l'ai dit, le marché de l'emploi est compliqué, vous avez à vous vendre, à expliquer aussi, vous dévoiler un petit peu. Vous savez pas mal de choses à la personne sur le CV. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, pourquoi vous faites ce métier, pourquoi il vous plaît, comment est-ce que vous travaillez dans l'agence, quelles sont vos relations avec vos collègues, vos choix d'entreprise en termes d'approche clientèle, etc. N'hésitez pas aussi à vous livrer, parce que des bons candidats auront peut-être plusieurs offres. Donc, il faut qu'ils vous choisissent, vous, et qu'il ait envie de travailler avec vous dans votre agence. Donc, n'hésitez pas aussi à vous livrer pour attirer la personne par rapport à vos compétences. Et la mise en situation, j'insiste, ça peut être un bon élément pour jauger aussi de la personne indépendante. C'est ça. Alors, rapidement, à titre vraiment liminaire, mais simplement pour vous dire que c'est une possibilité, il existe des questions interdites en entretien d'embauche, simplement d'un point de vue strictement juridique. Typiquement, ça va être est-ce que vous comptez avoir des enfants? Est-ce que vous êtes enceinte? Donc, je vous le dis parce qu'effectivement, ça peut braquer certains candidats. Ça peut être une question légitime dans certains cas, mais sachez que la candidate peut être en capacité de mentir. Je vous dis ça, mais c'est simplement dans les faits, effectivement, mentir sur un entretien d'embauche, après, ça part sur des bases un petit peu mauvaises, on va dire. Mais voilà, s'il y a des petites questions qu'il faut quand même un peu éviter, vous ne pouvez pas non plus avoir une liberté totale sur ces questions. Et voilà, très rapidement, et j'imagine que de toute façon, la plupart d'entre vous le savent. Voilà. Sur l'embauche. Alors, une fois que vous avez fait le fameux entretien et que vous avez choisi un candidat qui vous convient et que vous avez sélectionné, vous allez devoir valider l'embauche. Cadenasser entre guillemets pour pouvoir être sûr que vous allez avoir ce salarié qui vous plaît et qui va travailler avec vous. Alors, plusieurs situations.
Si vous avez un salarié qui est encore en poste, ça existe, hein, si vous débauchez quelqu'un et que vous avez voilà, un coup de cœur sur un candidat et que vous voulez absolument l'avoir, mais qu'il est encore en poste et que vous vous dites, bon, il peut peut-être me faire faux bon ou avoir quelque chose qui peut le tenter ailleurs, j'ai envie de montrer que je suis vraiment disposé à l'embaucher. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez faire une promesse d'embauche. Alors, une promesse d'embauche, c'est un engagement que vous allez faire de votre part vis-à-vis du salarié et dans lequel vous allez vous engager. Vous allez vous engager à l'embaucher à une date déterminée. Vous allez préciser notamment l'emploi, la rémunération, la date d'entrée, qui peut être décalée si vous arrivez voilà, à vous entendre avec le salarié, mais sachez que voilà, vous avez quand même les éléments essentiels du contrat qui vont être mis dans cette fameuse promesse d'embauche et qui vont permettre au salarié, il peut l'accepter ou pas, ou il y a un délai, il y a un temps particulier, mais c'est surtout pour que vous fassiez un pas vers le salarié et que vous vous engagez formellement. Attention quand même à cette promesse d'embauche. Si vous changez d'avis, ça compte comme un contrat. Ça constitue un contrat de travail. C'est-à-dire que si vous revenez sur cette promesse d'embauche-là, et que le salarié, lui, vous dit non, 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 moi je suis d'accord et vous m'avez fait une promesse d'embauche et je la valide, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieux. Donc faites attention à ça parce que c'est vraiment un engagement vraiment unilatéral et qui peut vraiment vous avoir des conséquences, on va dire, pas dramatiques non plus, mais qui vous engage formellement. Donc attention, ça réservez-le vraiment au coup de cœur aux personnes que vous voulez vraiment garder vraiment de manière certaine dans votre agence. Oui, pardon, encore une fois, dans le marché de l'emploi compliqué, c'est pouvoir le dire. Vous me plaisez, votre profil est cohérent. La personne vous dit, bah oui, mais j'ai un autre entretien demain avec un autre employeur qui m'intéresse. Moi, ce soir, en tout cas, je vous envoie une promesse d'embauche. Moi, je vous veux. Voilà, ça marque les choses. Mais ça marque les choses d'un engagement. Moi, je veux que vous soyez là en agence tel jour, etc. Dans les logiques de concurrence, la promesse d'embauche peut être intéressante. Effectivement, donc c'est vraiment là, c'est aussi stratégique, effectivement. Quelques points de vigilance que vous devez avoir en tête tout de même. Vérifier le préavis, hein, la durée du préavis. S'il est dans une agence d'agence générale, donc c'est plutôt simple, hein, vous connaissez votre convention pour la plupart, vous connaissez un petit peu les préavis. Si vous avez un doute, vérifiez-la, elle a été mise à jour en 2020 et les délais n'ont pas changé de toute manière. Donc c'est en général 1, 2, voire 3 mois, mais dans la plupart des cas, c'est 2 mois. Hein, entre classe 3 et classe 5 de mémoire, c'est 2 mois de préavis. Donc, vous l'avez en tête. On peut dispenser un salarié de préavis ou demander une réduction, donc ça dépend des cas aussi. Faites attention à ça, ça peut être réduit dans certains cas. Et vérifiez aussi, chose très importante, si le salarié a une clause de non-concurrence. Faites attention si le salarié a une clause de non-concurrence, parce que si vous embauchez un salarié, vous savez pertinemment qu'il a une clause de non-concurrence, non seulement, bien sûr, le salarié peut être embêté par son ancien employeur s'il viole la clause de non-concurrence, et vous pouvez vous aussi être embêté. Hein, si vous saviez qu'il avait une clause de non-concurrence, qui en général est souvent le cas, vous pouvez vous retrouver quand même à verser des dommages d'intérêt à l'ancien employeur. Autre chose que j'ai un petit peu oublié de vous dire, mais voilà, si vous avez un cabinet de courtage par exemple, ou qui est dans un autre emploi qui n'est pas forcément agent général, salarié d'agent général, vous pouvez vérifier aussi dans la clause, dans les conventions qui existent, pour vérifier ce préavis qui est très important aussi parce que voilà, le salarié tant qu'il est en préavis ne peut pas techniquement travailler chez un autre employeur, donc vérifiez quand même bien ce préavis et souvent ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient de l'agence générale. Donc faites attention à ça aussi. Sur les modèles de contrat de travail, là on est quand même dans une étape un peu avancée. Vous avez quand même le salarié qui est disposé à venir chez vous, il n'y a plus qu'à signer, il n'y a plus qu'à. Mais il faut quand même avoir un contrat qui est adapté à sa situation, adapté à ce que vous voulez faire aussi, et un petit peu voilà, l'offre que vous souhaitez lui proposer. Tout ce qui est modèle de contrat de travail, demandez-nous. On est là aussi à la Fédération en tant que juriste en droit social pour vous aiguiller là-dessus. On a des modèles de CDI, de CDD en fonction du poste que vous souhaitez pourvoir. Et on peut éventuellement rajouter ou écrire avec vous des clauses particulières, des clauses d'objectifs, des clauses de non-concurrence, si vous voulez les préciser un petit peu plus, de la rémunération variable un petit peu, on va l'aborder juste après. Voilà. Si vous avez un doute sur ces clauses-là, demandez-nous. Faire un contrat de travail, des fois, ça peut être un petit peu laborieux pour certains, c'est peut-être un peu compliqué, et vous avez peut-être des questions sur des choses qui vous paraissent peut-être pas si simples que ça, demandez-nous. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Sur la rémunération, justement, variable, ça peut être un petit peu problématique pour certains parce que vous vous dites, voilà, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux rémunérer un salarié de manière variable. Sachez qu'on n'a pas de modèle, en tout cas à GA, de clause de rémunération variable particulière. La raison est très simple, on a un impératif lié à la directive TDA qui impose du qualitatif. Voilà. Vous devez mettre du qualitatif dans votre rémunération variable. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Un salarié ne doit pas être rémunéré uniquement au quantitatif. Pour une raison très simple, sinon, on voit très bien la suite,
il y aura comment dire, le client sera perdant, si vous voulez. Peut-être Perdant, effectivement, ce n'est pas une nécessité, mais ça peut être un élément qui peut permettre au salarié de vendre à outrance, de vendre parce qu'il a, je ne sais pas moi, par exemple, pour 100 contrats, il aura tant, pour 200 contrats, il aura tant. Je doute bien que le salarié est motivé à faire le plus de contrats possible pour avoir une bonne rémunération, et peut-être au détriment du client. Donc faites attention à ce qualitatif. Alors, ça prend la forme notamment d'une reprise de commission. c'est le plus simple, vous le disiez vous-même, et ça se suit exactement. Voilà. C'est très simple. Prévoyez-le par rapport à vous, vos taux de chute de l'année précédente, est-ce que les taux de rotation de contrat, etc. Sur ces éléments, vous pouvez aussi mimer, certains le font, vos propres clauses d'intéressement en tant qu'agent. Voilà. Mais là encore, on n'a pas de clause, mais n'hésitez pas à échanger avec les collègues de Loïs qui connaissent bien les pratiques, mais ça a une logique économique chez vous, le juridique, on trouve toujours les solutions. Mais avec l'idée de la reprise de commission, vous voyez bien la logique de notre sortie centrale. Voilà, et donc après, simplement éviter les effets de seuil sur, par exemple, typiquement, c'est à partir de 50 contrats, la rémunération variable est déclenchée. Il y a un seuil, on peut toujours considérer que le salarié est motivé à faire 50 contrats et à les bâcler pour avoir cette rémunération. Donc faites attention à ces effets de seuil-là. Et voilà, il faut intégrer le qualité, donc ça comprend notamment la forme de reprise de commission. On avait quelques questions, Loïs. Dans les modèles de contrat de travail, est-ce qu'on a des modèles pour des salariés sédentaires? Oui, alors sédentaire, on a sédentaire et commercial. Oui. De toute façon, on a les deux. Ça dépendra du poste et de ce que vous voulez faire aussi. On peut avoir des conseillers clients qui restent en agence, des conseillers clients qui partent un petit peu. C'est un petit peu à la carte. C'est pour ça que je vous invitais à nous contacter parce qu'on peut avoir des clauses qui ne servent pas à grand-chose pour certains cas. On rajoutera dans d'autres cas. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, c'est là où je vous invite vraiment à nous contacter parce que tout dépendra de ce que vous voulez faire et du poste que vous avez en place. On a une autre question concernant la promesse d'embauche. En fait, est-ce que ça peut se retourner contre l'agent s'il décide de cesser, entre guillemets, la période d'essai, enfin de mettre fin à la période d'essai du salarié? Ah, s'il met fin à la période d'essai? Oui. Ah non, non, si, à partir du moment où vous l'avez embauché et qu'il est dans les murs, entre guillemets, le contrat de travail suit son cours et là, la promesse d'embauche, le régime de la promesse d'embauche ne s'applique plus. La promesse d'embauche, c'est entre le moment où vous avez un salarié que vous voulez avoir et le moment où il rentre dans l'agence. Après, ça reste du contrat classique et c'est le régime de la période d'essai, tout ce qu'il y a de plus simple. Sur les formalités. Alors là, c'est le côté un peu juridico-juridique, on va dire, de l'embauche et qui n'est peut-être pas très drôle, mais qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. C'est le code du travail qui l'impose. Voilà, donc ça, c'est la DPAE, donc la déclaration préalable dans les 8 jours qui précèdent l'embauche. Ça, c'est classique. Vous pouvez le faire faire par votre comptable. En général, ils savent le faire, mais vous pouvez le faire vous aussi. C'est pas très compliqué. La visite médicale, très importante par contre, celle-là, vous devez le faire dans les 3 mois suivant l'embauche. Faites-la parce que sinon, on peut vous reprocher de ne pas suivre votre obligation de sécurité et de résultat vis-à-vis de vos salariés. Voilà, c'est à faire et vous ne pouvez pas y couper. La remise d'un exemplaire de la CCN, donc la convention collective des agents, vous le remettez. Alors, en général, c'est papier. Vous pouvez le faire en numérique, mais l'idéal est quand même un exemplaire papier. Sachant que dans le livret d'accueil AGA, elle est comprise. Vous pouvez faire d'une pierre deux coups et donner le livret d'accueil avec cette fameuse convention. La remise du contrat, bien évidemment, ça paraît logique, mais faites-le, parce que si c'est un CDI, le salarié a quand même son contrat de travail, un exemplaire qui peut lui permettre de savoir ses obligations et tout ce qui va avec. Mais surtout, très important, si c'est un CDD. Si c'est un CDD, faites-le dans les 48 heures. Si vous ne le faites pas, on peut considérer que c'est un CDI. Parce que le CDD est un contrat écrit. Contrairement au CDI qui peut être oral, le CDD est écrit. Donc faites attention à ça. La couverture sociale. Donc, rapidement, encore une fois ici, c'est mutuelle et prévoyance. J'insiste sur le « et ». Ce sont les deux en même temps, sans aucune condition d'ancienneté. La fameuse condition d'ancienneté des 6 mois qui existait avant pour la prévoyance n'existe plus. Et vous devez maintenant, que ce soit pour un alternant d'ailleurs, que ce soit pour un CDD très court ou pour un CDI, proposer cette prévoyance et cette mutuelle. Le salarié peut faire une dispense s'il est déjà couvert en tant qu'ayant droit obligatoire ou s'il est déjà couvert à titre individuel, mais vous devez faire cette proposition. Voilà. Dernière chose, le CE, le GACE qui existe pour vos salariés et pour vous-même, qui n'est pas au sens strict du terme, n'est pas un CE à part entière, mais qui est une plateforme qui vous permet d'avoir des offres et des tarifs avantageux pour le cinéma, pour plusieurs autres choses, mais voilà, ça c'est autre chose, mais c'est à proposer aux salariés qui peut effectivement bénéficier. Voilà. Merci Loïs, on nous demande comment on peut justifier de la remise de la CCN en fait. Alors, il n'y a pas vraiment de papier à faire signer, on peut
vous ne demanderez pas au salarié voilà, attester effectivement que je vais vous donner la CCL. Simplement, voilà, vous donnez le livret d'accueil, vous lui donnez, et éventuellement, si vous êtes un peu stressé là-dessus et que vous voulez être sûr, vous lui faites signer quelque chose, mais ce n'est pas obligatoire. Vous leur mettez la CCL, vous lui dites où elle est à la limite, si vous avez un intranet, quelque chose, il suffira largement, on ne pourra pas vous le reprocher. De toute façon, elle est sur Internet, elle est sur les Gifrance de mémoire, donc elle est sur le site encore plus. Ce n'est pas très grave si effectivement il n'y a pas un papier. Alors, sur les bonnes pratiques RH, voilà. On va passer à l'autre partie de la gestion RH, mais il se passe beaucoup de choses intéressantes, parce que là, on va voir les pratiques du départ du salarié. Entre-temps, il y a, et on souhaite pour vous et les collaborateurs recrutés, une belle vie professionnelle, des conquêtes professionnelles, de la satisfaction client, de la montée en compétences, etc. Mais donc, on se projette vers le départ du salarié. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est vrai qu'il faut quand même imaginer la sortie parfois. Hein, dans certains cas où ça ne se passe pas très bien. Bon, dans certains cas, c'est plutôt simple, comme vous le voyez dans cette slide-là. Des fois, c'est à l'origine du salarié hein, que la rupture se fait. Ces trois cas principaux, ça va être la démission. Là, effectivement, là, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire. Le salarié démissionne parce qu'il a trouvé un emploi, parce qu'il souhaite aller ailleurs. C'est comme ça, mais la démission s'impose à vous. Vous ne pouvez rien y faire. La seule marge de manœuvre que vous avez, c'est sur le préavis. Donc, effectivement, le préavis dépend de la classe. Donc, si c'est une classe 1 ou 2, on est à 1 mois. 3, 4, c'est 2 mois. Et pour 5, 5 bis et 6, on est à 3 mois. Ce préavis-là peut être réduit, soit à la demande du salarié, c'est-à-dire que typiquement, c'est le cas où il a trouvé un emploi ailleurs et qu'il souhaite réduire un petit peu le préavis. Dans ce cas-là, si le salarié demande la réduction du préavis, vous n'avez pas indemnisé la période qui est réduite. Voilà. Si vous avez un préavis de 2 mois et qu'il vous demande 1 mois, le mois qui n'a pas été fait n'est pas indemnisé. Contrairement à la situation où c'est vous qui dispensez le salarié de préavis. Si vous dispensez le salarié de préavis, vous devez lui indemniser. Que ce soit réduit ou totalement dispensé, vous devez indemniser ce qui n'a pas été effectué, ce à quoi le salarié avait droit. À titre de rappel, dans la démission, vous n'avez pas d'indemnité particulière à payer, à sortir, simplement les congés payés qui n'ont pas été utilisés. C'est la seule chose que vous avez à indemniser. Peut-être Loïs, un complément sur le préavis. Il est dû juridiquement. Vous vous dites, bah, si ça va désorganiser l'agence, s'il part trop tôt. Mesurer l'effet de la présence d'un salarié ou d'une salariée démotivée pendant cette période. Voilà. Mesurer. Dans certains cas, la personne est sérieuse de finir son boulot, c'est parfait, vous allez au bout du préavis de 2 mois par exemple. Dans d'autres cas, vous sentiez déjà que cette personne avait déjà un peu décroché, veut partir, exige. C'est peut-être pas toujours bénéfique de pousser, même si vous avez juridiquement le droit, de la maintenir 2 mois. Ensuite, malheureusement, les pratiques sociales évoluent. Une personne doit 2 mois, elle demande 1 mois, et vous, c'est compliqué pour vous. On peut avoir des personnes qui font de l'abandon de poste, malheureusement. Jaugez bien la situation pour voir quelle est votre capacité et qu'est-ce qui est le plus pertinent pour l'agence et votre capacité à retenir ou pas au bout du préavis. Là, c'est vraiment une attitude personnelle et vous connaissez les collaborateurs, vous connaissez les autres collègues de ce collaborateur qui part. Effectivement. La deuxième possibilité où la rupture s'impose à vous, c'est l'inaptitude. Alors, cas très particulier tout de même, il faut le rappeler, où le salarié est considéré comme inapte par la médecine du travail. Alors, j'insiste là-dessus, ce n'est pas un médecin traitant, c'est vraiment le médecin du travail qui déclarera que le salarié est inapte. De même, l'invalidité est une autre notion, c'est une notion de la sécurité sociale, donc un salarié peut être invalide, mais pas encore inapte. Donc attention, il faut vraiment que vous ayez une inaptitude constatée par un médecin du travail qui, alors, soit vous propose un reclassement que vous ne pouvez pas faire, soit indique une des 2 mentions légales qui vous permet de ne pas procéder à ce reclassement, c'est-à-dire chercher un poste pour replacer le salarié dans votre agence, qui est particulière. Alors, de mémoire, je ne vous les dis pas, mais c'est tout reclassement serait préjudiciable à la santé du salarié. Pour vous en donner une, si le médecin du travail coche cette case-là, ça vous donne la possibilité de le licencier pour inaptitude sans recherche de postes qui peuvent lui convenir. À noter que dans ces cas de inaptitude, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus, mais vous avez 1 mois pour le licencier, sinon vous reprenez le versement du salaire. Pendant 1 mois, vous ne versez pas de salaire au salarié qui est déclaré inapte. La retraite, donc aussi autre événement où le salarié décide de partir, si vous voulez, de l'agence, et là encore une fois, vous n'avez pas non plus votre mot à dire. Voilà, c'est un événement qui peut se préparer. Quand le salarié commence à approcher les 62 ans pour donner l'âge légal de départ à la retraite, vous pouvez avoir des entretiens, notamment tous les ans, pour évaluer un petit peu, voilà. Alors, de manière plus ou moins, on va dire subtile pour certains cas, si vous sentez que c'est un peu particulier et qu'un salarié veut effectivement rester en poste, vous pouvez voilà, discuter avec le salarié
de son éventuel départ. Est-ce qu'il compte partir à 62, 63, 64 ans pour vous permettre, vous, d'avoir un horizon, de pouvoir chercher un autre salarié, pour pouvoir vous organiser vous aussi. Voilà. Il faut que vous ayez ces discussions avec le salarié pour pas que vous soyez mis dans le fait accompli le jour où il vous dit, bon, ben, moi, je pars à la retraite et je vous quitte dans 2 mois. Bon. Sur cette retraite-là, sachez aussi que vous avez, en parlant d'indemnité, des indemnités de fin de carrière. Indemnités de fin de carrière qui dépendent de l'ancienneté. Alors, elles se déclenchent à partir de 5 ans. Donc, ensuite, vous avez des paliers 5, 10, 15, 20 et 30. Donc, respectivement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et 5 mois de salaire au-dessus de 30 ans d'ancienneté. Ça aussi, c'est à budgétiser. Faites attention, je sais que certains n'ont pas été au courant de la modification de la convention en 2020. Ces seuils-là ont été réévalués. Ils ont été un petit peu augmentés par rapport à ce qui se faisait avant 2020. Si vous n'étiez pas à jour de 2020, regardez-les parce que voilà, le jour où le salarié part à la retraite, c'est dû. Vous ne pouvez pas le payer en plusieurs fois, c'est en général un paiement unique. Et c'est vrai que quand vous avez des salariés qui sont là depuis 30 ans parce que vous avez repris un salarié d'une autre agence, que vous avez repris le portefeuille d'un ancien agent, vous devez payer ces fameux 30 ans, à partir de 30 ans d'ancienneté, pardon, ces fameux 5 mois de salaire. Et ce sont des 5 mois bruts, donc voilà, il faut quand même, vaut mieux les prévoir. Lorsque la rupture est à votre initiative, donc encore une fois, rapidement, on va passer sur quelques petits points et quelques questions que vous devez vous poser dans ce cadre-là. La première est évidente, est-ce que le salarié est toujours en période d'essai? Si oui, en général, vous pouvez mettre fin à la période d'essai de manière totalement facile, vous avez simplement un courrier à faire. Vous avez un délai de prévenance à respecter qui dépend de sa présence dans l'entreprise, mais vous n'avez aucun motif à invoquer. Voilà. En général, vous devez quand même avoir un motif professionnel, hein, si simplement c'est parce que le salarié est souvent malade ou parce que sa tête ne vous revient pas. Bon, c'est possible aussi, mais effectivement, si ça a trait à la maladie et donc à son état de santé, c'est un peu compliqué et en général, ça peut poser des problèmes. Justifiez rien. Justifiez rien. Mettez fin à la période d'essai. Voilà, on est d'accord. Pas de motif, pas d'avocat. Alors, cette rupture amiable. Alors, la rupture amiable, donc, c'est un peu plus difficile, effectivement. Ça peut venir de vous comme ça peut venir du salarié. C'est un peu original aussi, ce mode-là. Si ça vient du salarié, en général, et que vous êtes d'accord, allez-y. Si ça vient du salarié et que vous respectez la procédure, ça peut bien se passer. En général, vous pouvez dire que ça vient du salarié, je ne vais pas forcer. Après, ça vous doit. Vous pouvez refuser une rupture conventionnelle aussi. Hein. Ça, c'est totalement possible. Ne soyez pas mis dos au mur. Si un salarié vous dit, moi, je veux une rupture conventionnelle et rien d'autre, vous pouvez lui dire non. Hein, il peut vous lui dire, si vous voulez partir, vous pouvez démissionner. C'est totalement possible. Par contre, si vous voulez faire le premier pas, vous pouvez le faire en off, dans un entretien informel, quoi que ce soit, mais dire, écoutez, je constate que voilà, ça ne va plus trop, vous n'êtes plus vraiment dans l'agence, vous n'êtes plus vraiment la tête à ça. Est-ce qu'on ne se quitterait pas bons amis? Est-ce qu'au final, on ne partirait pas sur une rupture négociable, donc la rupture conventionnelle? Il y a une procédure particulière qui est assez souple. Hein. Je ne vais pas la détailler là encore une fois si ce n'est pas le but du webinaire, mais vous avez une autorisation administrative à avoir. C'est un peu le point formel, on va dire, de cette rupture-là, qui est vraiment très, très formel et qui, en général, ne pose pas de problème tant que vous respectez le minimum à donner et les délais à respecter. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais en général, si vous respectez tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, si vous n'êtes pas dans ces cadres-là, vous avez plutôt 3 questions à vous poser. Est-ce que vous souhaitez une rupture rapide, plutôt sécurisante ou plutôt onéreuse? Je vous donne ces questions-là parce que, effectivement, vous avez certaines modes de rupture qui sont plus ou moins rapides. La faute grave, qui permet de sortir un salarié de manière rapide et de manière plutôt économique. Sécurisante, là, on revient un petit peu sur la rupture conventionnelle qui vous assure quand même de négocier un départ. En général, tout le monde est plutôt content. Hein, là, il n'y a pas de prud'homme derrière. Et peu onéreuse, là, on revient aussi encore une fois sur le licenciement pour faute grave, où dans ce cadre très précis, vous n'avez aucune indemnité de licenciement à sortir, ni aucune indemnité de préavis. Mais encore une fois, ça reste un cas très particulier où vous avez un salarié qui a fait une faute qui revêt un caractère grave, qui empêche donc le maintien de son qu'il soit présent dans l'entreprise à partir du moment où vous constatez cette faute. Donc ça va être par exemple, pour vous donner un exemple, la falsification d'un contrat, le fait d'avoir falsifié, d'avoir forcé la main d'un client. Voilà. En général, ce sont ces fautes-là. Encore une fois, c'est très particulier. Si vous avez le moindre doute sur le caractère grave, appelez-nous. N'essayez pas de faire un licenciement pour faute grave tout seul. Ensuite, la question que vous avez à vous poser de toute manière, c'est et au pire, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que c'est le risque maximal? Hein, au pire, voilà, je licencie un salarié, je sais que je n'ai pas de motif, je sais qu'il m'attaquera au prud'homme, qu'est-ce que je risque? Vous verrez de suite après dans la slide suivante que l'on a un barème, hein, le barème Macron pour ceux qui le connaissent, qui empêche, si vous voulez, que les montants fassent un petit peu n'importe quoi, tant que vous n'êtes pas sur un licenciement discriminatoire ou un licenciement de harcèlement, enfin qui est lié à un harcèlement moral ou un harcèlement sexuel.
Dans ces 3 cas précis, le barème n'existe pas. Il n'est pas utilisable. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des sommes un petit peu astronomiques si on constate que le salarié a été licencié, mais que, au final, vous étiez, vous, auteur de licenciement, enfin, d'harcèlement moral, pardon, d'harcèlement sexuel, ou alors qu'il y avait licenciement discriminatoire. Voilà. Pour les licenciements pour faute, peut-être un point au-delà, il y a la dimension juridique, c'est mesurer aussi votre envie, votre capacité à traîner un dossier prud'homal. Les salariés top leur chance, c'est l'auto. Au pire, ils gagnent. Donc, mesurez votre envie d'avoir un avocat, si on aura la protection juridique de la fédération, etc., avec des dossiers longs, 2 ans pour du prud'homme, 4 ans pour de l'appel. Est-ce que vous avez envie de traiter ce dossier-là, de traîner ce dossier-là pendant 4 ans? Voilà, peut-être que vous avez raison, votre posture est juste, mais vous vous posez la question, est-ce que je vais m'embêter avec une procédure prud'homale certaine? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse une rupture conventionnelle? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est à vous de prendre la décision. Mais ne mésestimez pas, par exemple, entre collègues, les ennuis et la charge mentale, entre guillemets, de suivre un prud'homme pendant 2-3 ans. Effectivement, et voilà, chose peut-être précision supplémentaire sur ce fameux barème, sachez tout de même qu'il fait un peu l'objet d'un débat juridique, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, mais sachez que voilà, certains CPH, au Conseil des prud'hommes, ne l'appliquent pas parce qu'ils considèrent qu'il est contraire à la Convention OIT, numéro 158 pour être précis. Là, vous perdez peut-être. Voilà, là, je perds un petit peu et je m'arrête. Mais simplement pour vous donner une idée, c'est vrai que certains CPH considèrent que voilà, ce barème va à l'encontre d'une indemnisation adaptée et correcte pour certains salariés. Donc, ne soyez pas surpris si vous allez au prud'homme et qu'un particulier ne l'applique pas et que vous sautez un petit peu le budget que vous aviez donné. En général, les cours d'appel reviennent un petit peu au juridique et la Cour de cassation, dans un avis de 2019, avait considéré qu'il était conforme. Donc, ne soyez pas surpris si en première instance, on ne le respecte pas. Ça peut être le cas. Ça reste rare, mais pourquoi pas. En appel, on revient en général à ce fameux barème qui est appliqué partout. Je reviens juste sur la dernière petite slide qu'on avait, juste pour vous donner une avance. Non, mais c'était voilà, juste pour vous dire qu'il y avait ce petit tableau qui peut vous intéresser si jamais. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, les bons réflexes. Alors, les bons réflexes pour terminer. Donc ça, c'est dans tous les cas, lorsque vous avez une rupture de contrat, démission, licenciement, rupture conventionnelle, ce sont les bons réflexes à avoir pour ne pas que vous ayez d'ennuis par la suite. Des documents à remettre, solde de tout compte, donc le dernier mois de salaire et tout ce qui va avec, donc le certificat de travail, l'attestation pour l'emploi. Dans le solde de tout compte, vous avez les indemnités de licenciement, vous avez la rupture conventionnelle et tout ce qui va avec. Donc c'est tout ce que vous devez aux salariés. Ce solde de tout compte est quérable et non portable, c'est au salarié de venir le chercher. Vous n'avez pas à lui envoyer, et c'est à lui de venir le chercher et de le signer. Voilà. Sur les clauses de non-concurrence, faites attention aussi si vous avez un salarié qui a une clause de non-concurrence et qui n'est pas un danger énorme pour votre portefeuille. Faites attention à ça parce que si vous ne la levez pas dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture, alors, qu'est-ce qu'on entend par notification de la rupture? C'est lorsque vous avez un salarié qui démissionne, c'est le jour où il vous dit qu'il démissionne. Lorsque vous avez un salarié licencié, c'est le jour où vous envoyez la lettre de licenciement. Vous avez 15 jours à partir de ce moment-là pour dire « je lève la clause de non-concurrence ». Si vous levez la clause, le salarié peut aller travailler à l'avance à côté. Il peut aller à 5 mètres, il aura le droit de le faire. Si vous ne la levez pas, il n'aura pas le droit de le faire. Vous pourrez agir en justice contre lui s'il le fait. Par contre, vous avez une indemnité de clause de non-concurrence que vous lui devez tous les mois à hauteur de 20% pendant 12, 18 mois. Tout dépend de ce que vous avez mis dans votre contrat de travail. Donc ça, faites bien attention à ça aussi. Réfléchissez bien et calculez un petit peu la proportion risque de ce que je peux perdre en client versus un petit peu ce que je dois lui payer en indemnité de non-concurrence. Et enfin, en cas de litige, pensez quand même à votre protection juridique. En tant qu'adhérent, vous avez une protection juridique CFDP. Donc, si vous êtes attaqué au prud'homme par votre salarié qui conteste son licenciement, qui conteste sa rupture conventionnelle ou qui conteste une démission qui dit que voilà, sa démission, il l'a faite parce qu'il était dans un état de harcèlement moral et qu'il n'était pas vraiment démissionnaire, appelez-nous. Appelez-nous pour qu'on puisse activer le dossier de protection juridique CFDP qui vous permettra voilà, d'avoir quand même des frais en moins et une prise en charge d'un certain montant. Voilà. Merci messieurs, on va juste passer à quelques questions. Juste avant de passer aux questions, juste rappeler que vous voyez à l'écran les juristes de la fédération qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et en cas de litige ou même de recrutement, il ne faut pas hésiter. Alors, quelques questions. Est-ce que les aides dont on a parlé au début du webinaire sont versées rapidement? Alors, les aides sont versées en général assez rapidement. Alors, c'est à voir avec l'OPCO Atlas de toute manière, c'est lui qui enregistre le contrat d'alternance.
et ensuite qui est versé par l'agence de paiement ASP. Alors, j'ai plus le S, je ne sais plus pourquoi il y est, mais voilà, c'est l'ASP qui s'occupe de tous ces paiements-là, mais en général, c'est l'Opco-Atlas qui est votre interlocuteur. Voilà. On est plus sur 2-3 mois que. On est plus sur les 3 mois. Plus voilà. avec un petit peu d'amour, pour être honnête, un peu d'embouteillage administratif pour Atlas à la rentrée, Voilà, parce que toutes les alternances arrivent au moment. Comptez plus sur 3 mois, ça ne va pas venir dans le mois qui suit. Voilà. Votre réseau, comptez plus pour eux. C'est vrai qu'on a eu un peu de retard sur le début, mais voilà, c'est régularisé. De toute façon, si vous avez des retards ou des problèmes de paiement, vous contactez au Atlas et voilà, vous verrez peut-être que ça débloquera le dossier. On nous précise que c'est versé mensuellement si tout va bien. Oui, effectivement. C'est ça. À hauteur de 667 € pour les Peut-on réduire le préavis d'un salarié? Effectivement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement réduire le préavis, soit à votre initiative, soit à l'initiative du salarié. Et par contre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que si vous réduisez le préavis à votre initiative, le contre-coup, c'est que vous devez indemniser ce que le salarié ne fait pas. Donc, si vous ne le faites pas faire ces 2 mois, vous devez quand même lui payer 2 mois de salaire. C'est un choix. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de faute grave. Comment on dissocie la faute grave de la faute lourde? Alors, la faute grave, techniquement, c'est la faute qui rend impossible le maintien du salarié. C'est la définition juridique. C'est la faute où vous constatez que le salarié a fait une faute tellement grave qui ne peut pas rester dans les murs, qui ne peut pas rester dans l'agence. Encore une fois, pour reprendre l'exemple que moi j'ai pu avoir et j'ai pu rencontrer, c'est le salarié qui signe à la place du client, qui utilise un petit peu la faiblesse d'esprit de certains clients pour lui faire signer plusieurs contrats qu'il n'a pas forcément envie de signer. Ça peut aller jusqu'à la falsification, jusqu'à un faux. Ça peut aller jusque-là. La faute lourde, c'est encore autre chose. C'est très, 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 très rare, et je pèse mes mots en droit d'avoir une faute lourde, car il faut une intention de nuire. Pour vous donner l'exemple, ça va être je frappe mon agent, un salarié qui frappe son agent, qui vole l'agent dans un but de vraiment lui nuire véritablement, ou alors c'est crier sur tous les toits que l'agent c'est nul, et je dire à qui veut entendre que travailler dans son agence c'est horrible, on est harcelé, les clients sont maltraités, ils sont arnaqués, etc. etc. Ça peut être éventuellement une faute lourde, mais juridiquement parlant, la différence entre faute grave et faute lourde est quasiment nulle, parce que dans tous les cas, le salarié aura au chômage, il n'aura pas ses indemnités de licenciement, et la seule différence qu'il peut y avoir, c'est sur la portabilité. Voilà. Le salarié n'a pas de portabilité en prévoyance, en faute lourde. C'est tout. Donc, si vous avez un doute entre faute grave et faute lourde, faute grave. Il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'un salarié peut-il rester en activité jusqu'à 70 ans? Alors, oui, si vous l'acceptez, parce qu'effectivement, vous avez l'âge où vous pouvez le mettre à la retraite qui est de 67 ans, un petit peu de 67, 67 ans, où vous pouvez le mettre à la retraite. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez la possibilité, vous, de dire, ça n'a pas un licenciement, mais un peu quand même, un peu la même idée, vous lui dites, bon, c'était très bien, j'ai bien, très bien travaillé, et il faut partir. Vous pouvez le pousser à la retraite, donc le mettre à la retraite à partir de cet âge-là. Mais si vous êtes très bien avec ce salarié, que ça va très bien et qu'il fait un très bon travail et qu'il s'ennuie en retraite et qu'il n'a pas envie d'y être, il va y avoir des gens qui travaillent jusqu'à 70 ans. Aucun problème. Eh bien, merci, messieurs. On arrive au terme de ce webinaire. Merci pour vos interventions. Sachez en tous les cas qu'on vous enverra le support dans la journée. Donc, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'agents qui demandaient les liens sur les sites dont on a parlé tout à l'heure. Ils auront tout cet après-midi. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très vite puisque nous avons notre live de l'Assemblée Générale où je vous invite à vous inscrire qui se déroulera la semaine prochaine. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.